Guide étape par étape, comment acheter un bien immobilier ou quelles sont les 8 étapes générales pour une acquisition, que ce soit votre tout premier appartement que vous souhaitez acheter pour y vivre ou alors pour réaliser un investissement locatif, ou alors si vous souhaitez même acheter votre première maison mais vous n'avez aucune expérience dans l'acquisition d'un bien immobilier, eh bien ce contenu est là pour vous décrire en synthèse les 8 principales étapes par lesquelles vous allez devoir passer. L'étape numéro 1 qui peut être souvent négligée car qui ne fait pas véritablement à proprement parler de la recherche immobilière et de l'immobilier, mais qui est fondamentale, c'est de décider si vous souhaitez acheter vous en tant que personne physique, personne seule, ou via une société. Alors pourquoi cette question? Eh bien c'est que quand vous achetez un bien immobilier, quelle que soit votre situation, eh bien le notaire va devoir écrire qui achète, afin de savoir notamment qui taxer, enfin qui l'État va taxer sur ce bien immobilier, que ce soit la taxe foncière ou même dans une copropriété qui va être impactée par les charges, premier point. Et deuxièmement, à la revente, même question, qui va revendre? Et la revente est parfois soumise à une plus-value et une imposition sur la plus-value, donc il y a un aspect d'aspect légal et la fiscalité qui est derrière. Alors vous avez le choix, soit vous achetez, vous, personne physique, seul, soit vous achetez, vous, personne physique, mais à deux, ça peut être un couple, ça peut être deux amis, et là vous allez acheter en indivision, mais vous restez en tant que personne physique. Soit vous allez acheter au travers d'une société, et là bien, ça va être une société qu'il va falloir créer, une personne morale. Ça va nécessiter un peu de papier administratif, de créer une entité. Il faut vous entourer idéalement d'un avocat, voire du notaire qui peut vous conseiller. En tout cas, vous avez là deux façons d'acheter. Et je précise que si vous achetez en tant que personne physique, eh bien là, ça va être votre statut marital qui va être important. Est-ce que vous êtes célibataire non marié, non repaxé? Est-ce que vous êtes paxé? Est-ce que vous êtes marié? Si vous êtes marié, sous quel régime matrimonial êtes-vous marié? Tout cela, véritablement, c'est, j'allais dire, un préalable, un prérequis à l'acquisition d'un bien immobilier. Et c'est le notaire qui va savoir véritablement vous conseiller à chaque cas. Chaque cas est unique, donc le notaire va vous conseiller selon votre configuration, selon vos projets, mais c'est véritablement fondamental, j'allais dire, avant même de vous lancer tête perdue dans une recherche, puisque eh bien, ça va avoir un énorme impact sur la suite, sur votre vie. Donc voilà, planifiez déjà si vous souhaitez acheter en personne physique ou en société. Ça, c'est le tout premier point. J'aurais même pu appeler ça l'étape 0, tellement elle est en amont de la recherche. Étape numéro 2, ça semble évident, et ça l'est, il s'agit de rassembler l'argent, ou en tout cas de l'emprunter. Si vous regardez ce contenu, c'est peut-être, par exemple, parce que vous avez hérité d'une somme d'argent et que vous vous intéressez à l'immobilier pour acheter votre premier bien. Vous allez peut-être pouvoir acheter comptant un bien, ça peut vous sembler pertinent, efficace, rassurant aussi, comme ça en l'occurrence vous débarrassez entre guillemets de l'argent et vous l'immobilisez dans un bien. Est-ce que vous auriez la possibilité d'emprunter? Premier point, est-ce que vous avez la capacité, la volonté aussi d'emprunter? Est-ce que c'est pertinent? Eh bien ça nécessite également un questionnement. Sachant que la grande force d'un bien immobilier, même une résidence principale, c'est de pouvoir emprunter et ne pas immobiliser justement tout l'argent dans un bien. Donc par exemple, vous faites un apport de 20% de la somme que vous avez, vous empruntez 80% du reste, et ces 80%, qu'est-ce que vous en faites? Puisqu'encore une fois, c'est rassurant de tout mettre dans un bien. Ça peut être de le placer sur différents supports, bourse, métaux précieux, investir dans une start-up, acheter quelque chose qui vous fait plaisir comme une voiture en tout cas. Vous avez ces hypothèses qui sont ouvertes à vous. Et eh bien, ça peut être vraiment toujours pertinent d'emprunter plutôt que de payer comptant un bien, même si vous le pouvez. Donc là aussi, il va falloir vous faire conseiller. Un notaire également peut vous aider. Et puis là, le but, c'est d'en parler un peu à votre entourage, surtout à des personnes qui ont investi. Ça pourrait être pertinent pour vous orienter, mais cette question financière, elle doit venir également en amont et non pas une fois que vous avez signé une offre d'achat ou un compromis. Mais véritablement, en amont, ça peut déterminer justement le type de bien que vous allez acheter si vous souhaitez faire un investissement locatif. Studio ou grande surface, ou voire maison même pour un bien locatif ou pour y habiter, c'est une étape fondamentale, étape numéro 2. Suite à cela, eh bien, vous allez avoir l'étape numéro 3, c'est-à-dire faire des recherches en ligne. Alors ça peut se faire également sur des agences immobilières, vous pouvez aller frapper et pousser des portes d'agences, mais en ligne, vous avez l'accès en quelques clics depuis votre canapé à un large éventail de petites annonces. Donc ça va être l'étape principale
qui va découler justement de ce que vous êtes en capacité de faire au niveau de l'investissement, ce que vous avez la volonté de faire, que ce soit un appartement ou un autre type de bien. En tout cas, c'est l'étape suivante, logique qui va suivre, que ce soit sur Le Bon Coin, Se Loger, que ce soit sur d'autres sites plus spécialisés. Voilà, rien qu'avec ces deux sites que je viens de citer, vous avez l'ensemble vous avez 80% des petites annonces. En tout cas, ça va être une étape où vous allez pouvoir mettre des critères, paramétrer des alertes sur votre mail qui va pouvoir être partie intégrante et qui va pouvoir nécessiter beaucoup de temps de votre part. Et puis c'est comme le reste, plus vous cherchez, plus vous allez affiner vos critères et mieux connaître le marché. Étape numéro 4, vous allez devoir effectuer des visites sur le terrain, des visites d'appartements, de maisons. Et là, ça rejoint une question qu'on me posait très souvent quand j'étais chasseur immobilier, c'est-à-dire comment faire pour repérer une bonne affaire, comment faire pour savoir si tel bien est au prix du marché, vaut la peine qu'on l'achète, ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose qui, il y a un surcoût, le prix n'est pas au prix du marché, il y a un défaut, etc. Mais en fait, la réponse, elle est un peu déceptive, c'est-à-dire que c'est en visitant, en fait. Si vous allez sur le marché le matin où il y a des fruits et légumes, vous allez pouvoir physiquement faire le tour de la place et voir si telle denrée a une meilleure tête et avec un prix similaire ou différent que la même denrée, équivalente en tout cas, chez l'autre vendeur, et peut-être qu'il y a un écart de prix, rien qu'en traversant la place, ça peut être très curieux, mais la qualité peut le justifier, ou il y a des choses qui peuvent l'expliquer. Ça s'appelle un marché. Eh bien, l'immobilier, c'est pareil, c'est de l'offre et de la demande. Plus vous êtes sur des grandes villes et plus vous avez de demandes, donc moins vous avez de temps pour réfléchir et moins vous allez devoir être exigeant sur les critères. À l'inverse, il peut y avoir des biens qui peuvent être intéressants, vous pouvez être le premier à visiter, et là il faut vite vous dépêcher de réaliser votre offre d'achat. Et en tout cas, comment vous identifiez finalement une bonne affaire d'une moins bonne, c'est à force de faire des visites. Il peut y avoir aussi l'aspect émotionnel qui rentre en ligne de compte si c'est un bien pour y habiter, et c'est très bien ainsi. Mais en tout cas, ça, c'est un impondérable. Vous allez devoir faire des visites, faites-vous accompagner si vous le souhaitez. Enlevez-vous de la pression, puisque derrière il y a un long processus. Vous avez plus intérêt à vous positionner, quitte à faire un pas de retrait par la suite, versus visiter et réfléchir si vous devez acheter, et finalement voir le bien vous laisser filer sous le nez. Surtout quand la demande est également forte, mais c'est souvent le cas dans l'absolu, et c'est souvent le cas également dans les grandes villes. Ça peut aussi dépendre de la conjoncture. Si vous êtes regardé ce contenu et les taux d'intérêt sont élevés, là ça laisse moins d'acquéreurs possibles sur le marché, donc vous avez un peu plus le temps. Mais en tout cas, il va falloir visiter sur le terrain, et plus vous multipliez les visites, et plus vous allez être affûté. Et si vous avez un coup de cœur sur un premier bien, alors là, il vaut mieux être prudent, puisque ça peut être... vous pouvez ne pas voir des choses importantes, voire rédhibitoires. Donc faites-vous aussi accompagner lors des visites. Ça peut être intéressant, et faites-vous conseiller par un agent immobilier, sachant que l'agent, lui, il est intéressé à ce que vous positionniez. Donc il va toujours vous présenter le bien sous ses meilleures lumières, et c'est son rôle. Et s'il est objectif, il va aussi devoir, c'est son devoir de conseil, vous mettre en avant ses éventuels défauts et ses éventuels désavantages. Étape numéro 5, il s'agit de signer un compromis. Et sachez éplucher les documents avec un notaire. Donc on signe un compromis ou une offre d'achat, idéalement chez un notaire. Ça peut se faire parfois à la marge chez une agence immobilière, mais le plus classique, c'est un notaire. Choisissez votre propre notaire et laissez par ailleurs le vendeur, par exemple, avoir le sien si vous le souhaitez, ou alors choisissez un notaire et puis il sera le vôtre et aussi celui du vendeur. En tout cas, ne choisissez pas par défaut le notaire du vendeur. Vous avez la liberté d'avoir le vôtre. Donc il y a deux notaires qui organisent la transaction. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un moment, il peut y avoir des intérêts divergents, et là, votre notaire va savoir mieux vous défendre face ou en face, oui, c'est ça, d'un vendeur et de son notaire, versus s'il y a un seul notaire qui va être dans une position plus délicate pour défendre les intérêts des autres et se retrouver dans une position un peu délicate. Et donc, choisissez votre propre notaire. C'est son rôle à lui, juriste, de vous expliquer tous les détails d'une transaction, les enjeux, savoir votre identité et votre statut marital, comme le disait le point 0, l'étape numéro 1. Et surtout, il doit savoir vous orienter vers quels documents sont les plus importants, puisqu'il va vous remettre une pile de documents de plusieurs centaines de pages.
Donc vous n'allez pas devoir apprendre par cœur toutes les pages, mais au moins regarder typiquement un règlement de copropriété, savoir quelles sont les règles, les diagnostics de performance énergétique et autres diagnostics qui peuvent vous engager à faire des travaux pour vous maintenir en légalité, que ce soit les diagnostics de performance énergétique pour pouvoir louer en toute légalité et même revendre un jour le bien, moyennant peut-être travaux d'isolation d'un montant assez conséquent. Donc c'est typiquement le genre de document qu'il va falloir étudier à la loupe pour prendre votre décision de manière éclairée. Et là, vous avez un délai pour justement étudier ces documents attentivement. Étape numéro 6, eh bien, il va s'écouler en moyenne 3 mois, plus ou moins, avant de retourner chez ce même notaire et de signer cette fois-ci ce qu'on appelle la réitération ou l'acte authentique chez ce même notaire, ou chez ces mêmes notaires, si vous en avez deux, donc le vôtre et celui du vendeur. Et donc, ce n'est ni plus ni moins que le fait de reprendre, sans changer une seule virgule, le compromis initial que vous aurez signé 3 mois auparavant, et de confirmer, de réitérer, de valider, si je puis dire, eh bien, cette acquisition. Et là, ça se passe à nouveau chez le notaire. C'est à ce moment-là qu'on vous remet les clés physiquement, dont vous devenez officiellement propriétaire. Pendant ces 3 mois, vous aurez eu le temps d'obtenir un financement immobilier auprès de votre banque. Vous avez un délai de 45 jours environ suite à la signature du compromis, mais ce sont ces délais qui permettent les démarches financières. Ça peut être aussi le fait de contre-visiter, ça peut être le fait de faire venir un artisan entre le compromis et la réitération pour qu'on lui ouvre les portes et qu'on vous estime le montant des travaux de rénovation. Vous avez ce délai-là et vous avez notamment un délai de rétractation d'une dizaine de jours suite à la signature du compromis pour finalement vous désister sans aucune condition, sans aucun motif si vous souhaitez finalement faire marche arrière. Donc 10 jours après le compromis, vous êtes libre de tout mouvement. Et 45 jours ensuite, vous avez ces délais pour obtenir un financement auprès de votre banque. Sachant que si vous avez bien fait votre travail dans l'étape numéro 1, c'est d'avoir rassemblé l'argent, donc vous n'aurez pas de déconvenu en théorie. Et en tout cas, voilà, c'est la signature de l'acte authentique, 3 mois après la signature du compromis qui intervient, c'est l'étape numéro 6. Septième et avant-dernière étape, eh bien, ça peut être de faire idéalement des travaux de rénovation pour améliorer et valoriser le bien que vous aurez acheté. Studio, grand appartement, maison, il y a toujours des choses à améliorer, même dans quelque chose qui est récent, voire neuf, soit pour mettre un coup de peinture, que ce soit pour meubler si vous souhaitez mettre en location, que ce soit pour réparer des choses comme des huisseries ou des réparations un peu plus lourdes. Ben, vous êtes tranquille quand vous le faites dès l'acquisition, et puis ensuite vous êtes parti pour plusieurs années. Au passage, la note de votre DPE dont on parlait préalablement va s'améliorer si vous faites des travaux d'isolation, d'amélioration. Et donc, c'est bien de faire ces travaux et vous ne pouvez les faire qu'après la remise des clés, après la réitération, symbolisée sur le visuel qu'on vient de voir. Alors, il y a des exceptions. Vous pouvez parfois faire des travaux entre le compromis et la signature de l'acte authentique. Ce sont des cas exceptionnels, je le signale, parce que c'est une possibilité juridique, mais c'est soumis à des conditions. Il faut montrer que vous avez déjà le financement, il faut vous assurer. Le notaire du vendeur peut être tout à fait réticent et il peut refuser, et donc vous n'avez pas le droit de forcer cette chose-là. Donc la plupart du temps, on va rester basique et simple sur ce contenu. C'est de faire des travaux une fois que vous avez les clés après la signature de l'acte authentique. Et pour faire intervenir le plus rapidement possible un artisan, c'est bien de l'avoir sélectionné justement, notamment pendant ces délais de 3 mois entre le compromis et la réitération. Et c'est encore mieux si vous avez des connaissances, des contacts parmi les artisans pour faire ces travaux. Et enfin, étape numéro 8, c'est d'emménager plutôt, ou alors d'installer un locataire si le bien que vous êtes en train de convoiter consiste en un investissement locatif. Là, c'est l'étape la plus facile. Vous prenez possession des lieux, vous vous installez, vous avez accompli votre projet qui est souvent un projet de vie si c'est une résidence principale, même votre première, enfin surtout votre première, parce qu'il y a un fort enjeu. Et ça peut être une grande étape aussi que d'installer un locataire, de signer un contrat de location, de toucher vos premiers loyers, de devoir ensuite faire les démarches pour déclarer vos revenus et puis déclarer les intérêts d'emprunt, etc. Tout ce qui est au niveau de la fiscalité. En tout cas, vous encaissez des recettes locatives et là encore, c'est une belle étape. En tout cas, ce sont ici résumés de manière très simple, synthétique, les 8 étapes qui vont vous faire aboutir de l'étape 0 où vous ne connaissez rien, vous n'êtes propriétaire de rien, c'est votre premier bien, jusqu'à l'étape numéro 8 où vous êtes propriétaire officiellement d'un bien, félicitations, et vous pouvez soit y habiter, soit y héberger un locataire. Il n'y a pas beaucoup d'autres étapes beaucoup plus compliquées que ce que je viens de vous décrire, si ça peut déjà vous rassurer. Voilà pour ce guide étape par étape, comment acheter un bien immobilier et 8 étapes pour l'acquisition.
Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires ci-dessous. Je vais faire, voilà, je vais m'atteler à y répondre, parce que souvent des questions qui, si vous voulez poser, eh bien, c'est le plus grand nombre qui peuvent se les poser également. Donc si vous avez une question, ça peut faire l'objet d'une réponse, soit en commentaire de ma part, également sous le vôtre, sous cette vidéo. Et puis sinon, je pourrais même vous y répondre en vidéo si ça mérite un développement. Voilà, en plus, si vous avez aimé ce contexte, si ça vous a aidé, eh bien, je vous invite à l'aimer, à partager cette vidéo également si ça peut servir à d'autres personnes. Et enfin, à télécharger une liste des 35 questions dont le lien doit apparaître soit sur l'écran, soit également dans la description de cette vidéo. Un lien où vous téléchargez gratuitement la liste des 35 questions qui peuvent vous servir notamment dans l'étape numéro 4, c'est-à-dire lors des visites de biens immobiliers. À votre écoute pour vos questions, à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.